Kingdom est le seinen le plus vendu au Japon depuis 2015. Depuis cette date, il se maintient dans le top 10 des meilleures ventes manga au pays du soleil levant. Il était même le deuxième manga le plus vendu en 2021. Fort de son succès, le manga a bien évidemment connu une adaptation animée. Mieux que ça, les 15 premiers tomes ont même été adaptés au cinéma, avec 3 films sortis à ce jour. Ce grand succès a permis au manga de franchir en 2023 la barre symbolique des 100 millions de copies en circulation. C'est un nombre colossal. Pour vous donner une idée, sur les milliers de mangas qu'il existe, seuls 20 d'entre eux ont réussi à dépasser les 100 millions. Et aujourd'hui, Kingdom fait partie de ce cercle fermé. Pour fêter ça, je voulais tout d'abord faire une vidéo qui rend hommage au manga. Puis je me suis dit, tiens, on connaît tous le manga, du moins par son nom, mais qui connaît vraiment son auteur, Yasuhisa Hara? Qui connaît son parcours? Qui connaît son histoire? Eh bien, pas grand monde. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de vous le faire découvrir plus en profondeur. Vous allez le voir, son parcours est fascinant. Vous allez découvrir que, par exemple, devenir mangaka, c'était pas son objectif numéro 1, contrairement à beaucoup d'autres auteurs. C'est dans le tome 54 qu'il a donné une très longue interview où il nous parle de son parcours en détail. Je vous propose donc de lire cette interview à la première personne pour une meilleure immersion. Allez, commençons. Un jeune garçon fasciné par Hollywood. Je me souviens parfaitement de tous ces paysages qui défilaient à toute vitesse de l'autre côté de la fenêtre quand nous nous rendions en train à Kurume avec ma mère. Ça nous prenait 15 minutes. Nous y allons pour le cinéma de cette ville. C'était lors des grandes vacances. Une fois l'été et une fois l'hiver. Je n'exagère pas en affirmant que c'était mon moment favori quand j'étais petit. En y repensant aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être parce que ma mère n'avait pas envie de se coltiner des œuvres pour enfants que nous allions toujours voir des films hollywoodiens. Alors que mes petits camarades allaient tous voir les adaptations de Doraemon, j'étais ainsi le seul à voir en version originale sous-titrée les films de Spielberg ou de George Lucas comme E.T. l'extraterrestre ou Star Wars. La ville de Kiyama où je suis né est une bourgade de campagne où la végétation est partout luxuriante. Quand j'étais petit, on passait notre temps dehors, à courir ici et à jouer là, au point où nous finissions tous couverts de boue et de poussière. Les films hollywoodiens que je voyais avec ma mère étaient autant d'occasions qui me permettaient de sortir de mon quotidien et d'enrichir mon imagination. Quand je n'avais pas encore 10 ans, je suis devenu un gros mordu de l'animation. J'ai regardé des séries comme Gundam ou Yamato. J'adorais aussi bien sûr les films du studio Ghibli, de Miyazaki, tels que Nausicaa ou bien Le Château dans le ciel. Je me rappelle très bien le jour où j'ai vu ce dernier au cinéma et la puissance du choc visuel que je reçus. Au collège, j'étais dans le club de basket. Si je m'entraînais très régulièrement avec mes camarades, je n'en restais pas moins un grand fan d'animes et de films. Mais comme je n'avais pas d'amis capables d'en parler avec le même enthousiasme, j'ai continué à disserter tout seul sur ce que je voyais ou ce que je voulais voir. C'est à cette époque que mes parents ont acheté un magnétoscope. C'était une véritable révolution chez nous. Dans ma ville, il n'y avait qu'un seul vidéoclub. Mais c'est clairement ce lieu qui m'a permis d'avoir une éducation cinématographique digne de ce nom. J'ai pu voir les Rambo, les Retours vers le futur, mais aussi les films avec Jackie Chan. J'utilisais les quelques pièces de mon argent de poche pour emprunter et dévorer les films des rayons les uns après les autres. Je suis sûr que tous ces films ont une grande influence sur moi et sur le fait que je sois devenu un mangaka. Les films d'autrefois étaient souvent écrits avec le souci d'être compris sans effort. La plupart des scénarios étaient débarrassés de tous les éléments superflus. Prenons par exemple les films comme Le Chinois se déchaîne ou Drunken Master. Ils étaient si basiques de ce point de vue que ça en était plaisant. Il y avait toujours un apprenti artiste martial très doué, un brin paumé qui faisait la rencontre d'un maître et qui finissait toujours par combattre un ennemi qui l'avait humilié ou battu. C'est ce genre d'histoire qui m'a servi de modèle. Il me paraît en effet clair qu'à la base de l'histoire que je raconte avec Kingdom, nous pouvons retrouver tous les éléments qui structurent la trame de ce type de film, que j'ai intégré inconsciemment pendant leur visionnage. 2. Un esprit scientifique derrière Kingdom. Comme je suis devenu dessinateur, j'imagine que ça peut surprendre, mais au départ j'étais un scientifique pur jus. J'avais d'ailleurs de très bonnes notes en mathématiques ou dans toutes les autres matières scientifiques dès le collège. Et j'étais à l'inverse peu doué pour la langue japonaise. Donc, comme j'étais fort en maths et que je regardais Gundam, quand je suis entré au lycée, j'ai choisi d'apprendre l'aéronautique, avec pour ambition d'intégrer plus tard une entreprise qui aurait pu me permettre de construire un robot. J'ai été si motivé que je m'étais procuré les annales de l'examen d'entrée de l'Institut de technologie de Tokyo. Mais avant même que je puisse les feuilleter, la vie m'a fait prendre conscience des limites de mes capacités et j'ai abandonné ce projet.
Pourtant, avoir une mentalité de scientifique n'est pas sans présenter un certain avantage dans une carrière de dessinateur. Par exemple, si Kingdom est une œuvre basée sur un livre historique chinois, le Shiji, la structure même de ce livre est assez complexe. Vous y trouvez les genèses des différents pays et des différentes familles, avec une multitude d'anecdotes sur chacune des personnalités. Le tout réuni dans un système qui n'est absolument pas chronologique. Il m'a fallu un esprit rationnel, un bon sens de l'organisation et un tableur Excel pour m'y retrouver et pour produire une histoire. Il y a de nombreux personnages dans Kingdom et comme je ne devais me plier qu'à une seule règle, à savoir le respect d'un cadre historique, je me retrouvais avec une pléthore d'anecdotes exploitables. Il me fallait donc réfléchir et construire un plan pour que mes lecteurs potentiels puissent me suivre et que je puisse également comprendre le fil que je tissais moi-même. Si cette œuvre connaît aujourd'hui un tel succès, je suis sûr que c'est précisément parce que son déroulé narratif s'inscrit dans une certaine chronologie. Ce qui n'a pas été évident à échafauder, vous pouvez me croire. Il faut aussi savoir que publier un manga, cela exige, dans un format de double page et un nombre de feuillets limité, de surprendre le lecteur par une histoire. Il est nécessaire d'impressionner par un gros plan ou de captiver par une narration à l'aide de cases plus petites. La construction d'un scénario peut être considérée, selon moi, comme une tâche parfaitement mathématique. Réfléchir à ce qu'il faut mettre en avant ou non dans une histoire dessinée revient à échafauder réellement une histoire. Et si j'ai pu dessiner Kingdom comme je l'ai fait, c'est assurément grâce à un certain esprit scientifique. Maintenant, il faut que je vous parle des examens que j'ai passés pour suivre des études supérieures. Comme je l'ai dit précédemment, étant intéressé pour faire un institut technologique, j'ai étudié l'aéronautique au lycée. Mais ce n'est qu'une fois en terminale, à quelques mois de la terrible période d'examen, que j'ai commencé à réfléchir à ce que je ferais plus tard. À ce que je voulais faire. Et quelle profession je voulais embrasser. Et quand j'ai réfléchi pour la première fois à mon futur, je suis parvenu à la conclusion que j'aimerais faire un travail créatif. Parmi les amis d'un de mes grands frères, il s'en trouvait un qui avait été à l'institut de design de Kyushu et qui travaillait dans le petit monde de la télévision. Pour moi qui étais biberonné aux films et aux mangas, ça ressemblait à la voie royale. Si je bûchais jusque-là pour tenter d'intégrer l'institut technologique de Kyushu, j'ai été de plus en plus tenté par l'institut de design. Mes parents étaient naturellement plus réticents à cette idée et préféraient que je reste sur mon ambition première. Je me rappelle que nous nous sommes un peu disputés à cette époque. Du coup, j'ai fini par passer les examens pour les deux instituts. En premier, ceux de l'institut technologique et en second, ceux de l'institut de design. Malheureusement, j'ai échoué lamentablement aux examens de l'institut technologique pour mieux réussir à ceux de l'institut de design. Quand je prends un peu de recul, je me dis qu'au final, j'ai suivi des études supérieures dans un endroit choisi par défaut. Mais à dire vrai, je suis heureux de ce dénouement. Car si j'avais été reçu aux examens de l'Institut technologique, il est fort probable que Kingdom n'aurait jamais vu le jour. 3. La création vidéo. Il serait temps de parler un peu manga. J'ai commencé à dessiner quand je n'étais encore qu'un écolier. Dès que je me mettais à dessiner un des personnages les plus en vogue à l'époque, à savoir Kinnikuman, il y avait toujours une file qui se formait devant mon bureau avec mes camarades qui me demandaient de leur en dessiner également un pour eux. C'est à cette époque que j'ai su à quel point ça pouvait faire plaisir de se faire complimenter pour ses dessins. Je n'ai pas passé mon enfance qu'à regarder des films, j'ai aussi grandi en lisant des mangas. Mes parents ne m'en offraient pas vraiment, mais je réussissais à lire le Shonen Jump toutes les semaines. C'était fou le nombre de chefs-d'œuvre qui s'y trouvaient publiés. Entre Kinnikuman, Captain Tsubasa, Hokuto no Ken, Dragon Ball, City Hunter, Saint Seiya ou bien encore Jojo et Slam Dunk. Il arrive souvent qu'on me dise que Kingdom ressemble à ce que faisait le Jump autrefois. Mais c'est justement parce que toutes ces séries font partie de mon ADN. Au collège, Gundam et Macross ont été tous les deux les œuvres majeures pour moi. Sous leur influence, je passais mon temps à dessiner des scènes de combat entre des robots. Mais à l'époque, je ne peux pas dire que je créais vraiment. Il a fallu attendre que je sois en deuxième année au lycée pour que je me mette à dessiner quelque chose d'original, quelque chose qui vienne de moi. Je ne sais pas vraiment quel a été le déclic et pourquoi j'ai cessé d'imiter ceux que j'adulais, mais j'ai sûrement commencé par modifier ce que je dessinais souvent alors pour en faire un personnage qui m'était propre. Et après ça, je me suis dit que je pourrais sûrement réfléchir à une histoire autour de ce personnage. Oui, ça a sûrement dû commencer comme ça. Au départ, ça devait être sur un bout de cahier, un coin de feuille. J'y ai dessiné tous ceux qui me passaient par la tête. J'ai fini par rajouter des bulles et faire parler mes personnages.
Mais au final, je ne faisais que m'amuser avec des gribouillages. L'idée de devenir mangaka ne m'avait pas encore traversé l'esprit. Je n'en étais absolument pas là. Tout ce que je lisais à l'époque était d'une telle qualité que la simple idée de devenir mangaka me paraissait relever d'une audace folle. C'était un objectif inatteignable, un peu comme quand on se dit qu'on aimerait bien aller dans l'espace. Voilà pourquoi, quand j'ai intégré l'institut de design, j'étais plutôt mu par une volonté de devenir réalisateur. J'adorais les films depuis que j'étais petit. J'avais passé mon temps à regarder des films et je me disais que la vie de réalisateur avait l'air plaisante. Je pense que ce qui fut déterminant à l'université, ce sont les gens que j'ai pu y rencontrer. C'était une petite structure, il ne devait probablement y avoir qu'une cinquantaine de personnes dans ma promo, mais on était tous là pour passer 4 années ensemble. Nos relations étaient aussi fortes que celles qu'on tisse habituellement au lycée. Je me rangeais pour ma part parmi ceux qui voulaient faire des vidéos, mais le niveau était très élevé. J'avais certes pour moi l'assurance d'avoir regardé beaucoup plus de films que n'importe qui depuis mon enfance, mais dans ces cours de vidéographie, je me trouvais en compagnie de gens qui étaient infiniment plus calés que moi. Je me souviens avoir été particulièrement excité par le fait d'apprendre que des gens aussi fous de cinéma que moi puissent exister. En particulier parmi mes amis, il y a un garçon qui deviendra plus tard le chef du club de cinéma. Ma rencontre avec lui fut déterminante. Il regardait déjà les films sous un angle différent, beaucoup plus tôt que je ne le ferais moi-même. J'aimais les films hollywoodiens avec des scénarios qui restaient hyper classiques, du début jusqu'à la fin, tandis que lui me recommandait des films européens, des œuvres du cinéma d'art et d'essai ou des œuvres très fortes à des lieux de ce que je regardais habituellement, comme Brésil, La Cité des Enfants Perdus ou bien encore Gataga. À chaque fois, c'était une découverte époustouflante, au point où on se parlait tous les deux comme si nous voulions résolument devenir des réalisateurs. À l'école, j'étais studieux. On apprenait à la fois l'art et la technique. Ça nous permettait d'explorer un champ très vaste allant du dessin au codage informatique. Mais ce que je préférais par-dessus tout, c'était naturellement les cours d'édition de vidéos. Il y avait des cours pratiques. Ça commençait par la réalisation d'une vidéo de 3 minutes, puis par une œuvre de 10 minutes. À l'époque, on filmait avec une caméra appelée H8 et on montait le son grâce à des machines proches des tables de mixage des studios de musique. Par la suite, il m'a fallu choisir une sorte de spécialisation. Je ne sais pas si c'est le cas à l'heure actuelle, mais à l'époque, ce choix avait une grande importance dans les emplois qu'on était susceptibles d'exercer plus tard. Comme je voulais travailler dans la réalisation, j'ai décidé de suivre une spécialisation auprès d'un professeur qui s'y connaissait. Cette spécialisation, très populaire, était prise d'assaut et il n'y avait que peu de débouchés. Malheureusement, j'ai été refusé à cette spécialisation. Ce moment a été décisif dans ma vie. J'avais intégré cette formation parce que je voulais devenir un réalisateur de films et pourtant, je me trouvais sur des rails qui ne me paraissaient pas me lier à un tel futur. Certes, j'aurais peut-être pu chercher à le devenir par mes propres moyens, mais à l'époque, suivre cette spécialisation était l'objectif que je m'étais fixé. Si bien qu'après avoir essuyé mon refus, je me suis retrouvé sans voix comme abasourdi. Toutes les autres spécialisations ayant un nombre de places limité, elles se trouvaient rapidement prises d'assaut par mes camarades. Et c'est comme ça que j'ai dû me rediriger vers une spécialisation de technologie. Alors, je m'étais destiné initialement à tourner des films, je finis par étudier le langage C et le codage informatique pour faire de l'analyse vidéographique. 4. Un choix nommé manga. J'étais vraiment dévasté, j'exagère un peu, mais j'étais vraiment déprimé de comprendre que mon vieux rêve ne se réaliserait jamais et que je ne pourrais pas travailler dans le monde du cinéma. Surtout que je me retrouvais dans une spécialisation à laquelle je ne connaissais absolument rien. Tout en gardant au fond de moi d'infinis regrets à l'égard d'une carrière que je n'embrasserai jamais, je me battais tous les jours avec les subtilités du langage C. J'enviais véritablement tous ceux qui étaient parvenus à rejoindre une formation qui correspondait à leur premier vœu. Oui, je crois que je l'ai jalousé. J'avais envie de faire quelque chose de mon côté également. Cette envie me brûlait les tripes. Peut-être que j'aurais dû tirer un trait sur tout ça et me concentrer uniquement sur ce que je devais étudier. Peut-être que j'aurais dû tourner la page, oui. Mais les hésitations que je ressentais étaient trop grandes pour que je puisse les ignorer ou les refouler. C'est comme ça que je me suis décidé à dessiner. Pour de vrai. C'est donc parce que la voie que j'avais décidé d'emprunter était bouchée que je suis devenu dessinateur. Si j'avais pu rejoindre la formation que je souhaitais en premier lieu, je n'aurais jamais dessiné de manga et Kingdom n'aurait jamais vu le jour. Peut-être que, comme mes camarades de l'époque, je serais devenu moi aussi réalisateur. Allez savoir.
Toujours est-il que j'ai sorti de mon tiroir des trames que j'avais achetées lors de ma première année d'études sans jamais les avoir utilisées. Le sachet en contenait seulement 3. C'était assez étonnant, ça ne suffisait pas à faire un manga, à dessiner pour de vrai. J'ai alors vu dans le Young Magazine que je lisais qu'un concours récompensait tous les participants d'un lot de 10 trames. J'ai donc candidaté, il ne fallait pas gagner pour recevoir le prix, juste participer. J'ai donc postulé en envoyant un manga de 4 cases que j'avais dessiné pendant les cours. L'investissement en effort était minime. Mais quelle ne fut pas ma surprise en apprenant que, par je ne sais quel concours de circonstances, j'avais été retenu comme meilleur espoir et que je devais recevoir non pas 10 trames, mais un prix de 10 000 yens. Je n'avais absolument pas imaginé que je pourrais remporter le moindre prix, mais je pense que de toute ma vie, je n'oublierai pas ce jour où j'ai reçu un coup de téléphone de la part d'un éditeur de la Kodansha. Il y a pourtant eu beaucoup de choses par la suite. La publication de Kingdom, sa première place dans un sondage des lecteurs, l'obtention du prix Tezuka, et bien sûr, l'adaptation en film. Mais je crois que ça reste mon plus grand moment de bonheur. Je n'étais encore que sur la ligne de départ. Je pensais devenir dessinateur, mais je n'avais encore rien fait. Et voilà que soudain, une lueur d'espoir concrète était apparue. Comme si l'avenir brillait d'un éclat rassurant. Je suis monté à Tokyo aux frais de la maison d'édition et j'ai reçu ma récompense des mains de maître Shiba, devant son staff, lors d'une cérémonie retransmise sur la chaîne TBC. J'avais vraiment l'impression de vivre un rêve éveillé. Après avoir toujours imaginé qu'il me faudrait des années de tentatives et d'échecs avant d'arriver même au seuil de ce monde, je me trouvais d'un seul coup ébloui par ces lueurs. À l'époque, je dessinais au stylo, mais c'était franchement pas terrible. Je n'avais pas les fondamentaux. Je n'avais pas les bases. Je ne savais même pas comment nuancer les gris par exemple. C'est un ami qui m'apprendra plus tard comment réaliser des contrastes sur ces cases. J'ai eu quelques difficultés au début, car je ne comprenais pas vraiment comment obtenir un résultat satisfaisant. Comme mes premières propositions étaient des strips de 4 cases, c'est tout ce que mon responsable éditorial de chez Young Manga m'offrait de faire, et mon travail dans ce domaine m'a même valu un autre prix. Mais en réalité, je commençais à me sentir limité par ce format, et je brûlais d'envie de m'attaquer à une véritable histoire en format long. Quand je l'ai annoncé à mon éditeur, il a été vraiment très surpris. Voilà comment je suis venu à dessiner ma première histoire. J'ai raconté la vie de Shiba Shusaku, le fondateur de l'école Itoryu Hyo, un des plus grands samouraïs de l'histoire japonaise, qui me valut une nomination au prix Shiba Tetsuya. Du côté de mes études, il fallait que je commence sérieusement à démarcher pour un emploi futur. Le métier de mangaka, s'il me faisait rêver, me semblait aussi très incertain. Incapable de prendre une véritable décision, j'ai donc choisi de temporiser en continuant mes études 2 années supplémentaires. Bien entendu, ces 2 années supplémentaires s'inscrivant dans la continuité des précédentes, je me suis encore plus éloigné d'une potentielle formation au métier de l'image. J'ai continué à étudier l'analyse informatique comme je le faisais jusque-là, sauf que je trouvais le sujet de plus en plus compliqué. Même si je me considérais dans une sorte de période transitoire qui devait me permettre de réfléchir sur mon futur, il fallait que j'étudie avec un certain sérieux si je voulais valider ces 2 années. Voilà pourquoi, tout en continuant à dessiner et à travailler mes planches, j'ai continué d'étudier les langages informatiques et je me suis retrouvé quasiment malgré moi dans des petites réunions internationales à l'étranger pour y présenter des travaux en anglais. Ayant été récompensé pour mon histoire sur Shiba Shusaku, j'ai écrit un one-shot dans la même veine pour Young Jump sans toutefois réussir à me projeter vers autre chose. Mon histoire a été publiée, mais elle n'a pas eu suffisamment de succès pour susciter le lancement d'une série au long cours. Je me trouvais bloqué, sans savoir quoi faire, et les études m'accaparant de plus en plus, je restais longtemps sans dessiner. Voilà comment après ces 2 années d'études, j'ai dû me lancer dans la recherche d'emploi. Je n'avais alors plus la moindre assurance quant à mes capacités à pouvoir vivre un jour de mes dessins. De plus, comme j'avais pesé financièrement sur mes parents pendant la prolongation de mes études, j'ai été résolu à faire le deuil de cette vocation et à trouver du travail au plus vite. Au moment de choisir les entreprises dans lesquelles je souhaitais travailler, je ne pouvais toutefois pas me résoudre à abandonner mon rêve de travailler dans la vidéo. J'ai donc postulé auprès de chaînes télévisées et de maisons de production, mais toutes mes candidatures furent rejetées. L'échec était patent. Pendant 6 ans, j'avais cru que je pourrais faire quelque chose dans le dessin ou la vidéo, mais ces 6 années n'avaient débouché sur aucun de ces domaines. Je me mis alors à prospecter ailleurs. Mais au fond de moi, je ne perdais pas l'espoir de renouer avec ma vocation et je me résolus de tout faire pour ne pas m'éloigner de cette voie qui m'attirait tant, même si cela devait signifier travailler dans un autre domaine pour subvenir à mes besoins entre-temps. Voilà comment je finis par intégrer une boîte en tant qu'ingénieur informatique. 5. Si Denei n'avait pas été là. À l'âge de 24 ans, je suis donc devenu, avec une certaine déception, un salariman. Comme j'avais toujours voulu exercer un métier créatif et que j'avais même fait des études en ce sens, je vivais ce début de carrière comme un échec.
Abattu, je m'attendais à entrer dans une période terne et ennuyeuse de ma vie. J'ai intégré la succursale d'une grande firme au sein d'une petite équipe de 3 ou 4 personnes. Contre toute attente, je m'y suis rapidement épanoui en mettant à profit les compétences informatiques acquises durant mes années d'études. À cette période, j'ai cessé complètement de dessiner. Entre ma deuxième et ma troisième année de travail, je n'ai pas pu m'asseoir une seule fois à mon bureau avec mon stylo en main pour dessiner. J'étais tellement fatigué que je ne trouvais pas l'énergie suffisante pour noircir les feuilles le week-end. Avant de commencer à travailler, je pensais avec optimisme que je réussirais à lancer ma carrière de dessinateur avant d'avoir 30 ans. Mais au bout d'une année, je n'étais arrivé à rien. Pire, j'avais même arrêté de dessiner. J'ai brusquement pris conscience que je courais le risque de ne jamais parvenir à concrétiser mes rêves. Comme je m'investis à fond dans tout ce que je fais, je suis parvenu à m'épanouir dans mon travail. D'autant que je m'entendais à merveille avec mes collègues et que mes aînés étaient tous très gentils. Et c'est justement pour cette raison qu'au cours de la troisième année, j'ai décidé de démissionner. Si je restais dans cette entreprise, je le savais, je ne deviendrais jamais dessinateur de manga. J'ai donc renoncé à un avenir tout tracé avec des gens adorables pour me jeter dans l'inconnu, ce qui m'a demandé un certain courage. Mais j'avais l'impression que c'était ma dernière chance de faire ce qui me plaisait et que je devais à tout prix la saisir. 6. Un grand merci à Riboku. Voici donc comment, à l'âge de 27 ans, un jour d'hiver, j'ai choisi de déposer ma démission, tout en me jurant de réussir par le dessin avant de voir mes économies fondre entièrement. J'ai alors repris mes anciens dessins. L'histoire que j'avais écrite lors de ma première année de travail se déroulait à l'époque des printemps et automnes, comme Kingdom, une époque que je trouvais facile à utiliser car ces personnages de tyrans sont faciles à cerner. Un héros qui voyage en cherchant à se venger fait la rencontre d'un ermite sur un champ de bataille et ils se mettent ensemble à se diriger vers la guerre. Pendant 3 jours, j'ai ensuite été m'enquérir d'avis d'éditeurs et je suis allé voir pas moins de 12 revues sur Tokyo. Je n'avais pas vraiment de préférence, tout ce que je voulais c'était être publié. La première maison qui examina mon travail me dit qu'il était mauvais. Aujourd'hui, je vois bien ce qui pourrait y être amélioré, mais à l'époque, j'étais seul, sans emploi, et je venais de dépenser une petite fortune pour gagner la capitale. Alors ce traitement m'emplit de désespoir. J'ai été terrifié à l'idée que les 11 autres entretiens qui allaient suivre se dérouleraient de la même manière. Mais dans la deuxième maison d'édition, j'ai été complimenté. Ça m'a fait très chaud au cœur. Ils m'ont donné leur carte de visite que j'ai conservée bien précieusement. Au final, j'ai eu 3 réponses positives et 9 réponses négatives. Dans les dernières, on ne prenait pas de gants pour me dire mes 4 vérités. Dans les 3 autres maisons, on m'a donné les cartes de visite et on m'a dit de prendre contact. Je suis alors rentré chez moi et j'ai réfléchi. Mes économies diminuaient à un rythme inquiétant. Je me disais que je ne perdais rien à soumettre mon histoire complète à quelques concours ici et là. J'ai jeté un œil sur les cartes de visite qui m'avaient été données et j'ai postulé à ceux du Young Jump, dans la catégorie des nouveaux auteurs. Je fus primé, d'un prix assez faible, mais l'homme qui me contacta allait alors devenir le premier éditeur en charge de Kingdom. C'est autour de ce moment que j'ai commencé à me passionner pour le shiji, que j'avais acheté grâce au ticket livre gagné lors d'une cérémonie dans mon entreprise. En effectuant mes recherches, j'avais appris à bien mieux connaître cette période, dont je connaissais jusque-là que le premier empereur et Ryofui. Ce livre est un texte écrit par Simakian. Il s'agit toutefois moins d'un document historique que d'un roman. Il est réellement passionnant à lire, en particulier les descriptions des personnages. On ne peut pas se lasser des descriptions des différents généraux et officiels du palais, qui sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. Je l'ai d'abord feuilleté comme un simple document de référence afin d'y piocher des détails pour mes dessins. Mais j'ai fini par penser que l'écriture d'un manga mélangeant réalité historique et fiction serait intéressante. Car après tout, l'époque des royaumes combattants avait été clairement délaissée jusque-là, tandis que celle des 3 royaumes était archi connue. J'avais envie de crier ma joie d'avoir découvert une époque avec plus de matière encore. J'étais excité comme une puce, et mon éditeur m'a encouragé à me lancer. C'est comme ça que j'en suis venu à dessiner un one-shot intitulé Kongo pour le Young Jump. On y trouvait déjà Shin, Sei et Ten, mais Ten était la petite sœur de Shin, et Sei était le personnage principal. J'avais déjà pris le parti de présenter le premier empereur en bon monarque, à l'opposé du portrait tyrannique qu'on dresse habituellement. Dans le manga Souten Koro, qui se passe sous les 3 royaumes, Cao Cao, un personnage historique dont j'avais une mauvaise image, apparaît comme un héros d'une grande classe, ce qui m'a probablement inspiré pour insuffler à Heisei quelques caractéristiques propres à Rishin, un jeune général qui exerçait alors dans l'état de Qin. Cette première histoire course est clairement un ancêtre de Kingdom, mais à en croire une enquête de popularité réalisée par le magazine, elle n'a pas plu à beaucoup de lecteurs.
J'ai donc écrit un autre one-shot situé à la même période, les 300 bruts. Dans Kingdom, Sei évoque cette histoire vieille de 400 ans quand il va demander l'aide du peuple des montagnes pour reconquérir son trône au cours des premiers tomes. Ensuite, j'ai écrit et dessiné un one-shot appelé Ribuku, où le grand général de Zhao que vous connaissez bien combattait les Xiongnu au nord du pays en compagnie de Kain, ce que je finirai par raconter dans Kingdom. Grâce à un retour positif des lecteurs, c'est cette histoire qui a convaincu Young Jump de publier une série sur cette même période. Par la suite, j'ai d'abord songé à faire Deisei mon personnage principal, mais je savais que je ne pourrais pas l'emmener au cœur des champs de bataille, alors j'ai décidé à la place de centrer l'histoire sur Rishin, ce personnage que j'avais créé dans Kongo et qui sera bien plus libre de se déchaîner sur les champs de bataille. J'ai aussi décidé de faire de son amitié avec le futur empereur de Chine un axe important de la série. Au début du manga, on peut bien voir dans ses grands yeux et son audace assurée que j'avais d'abord imaginé Sei en protagoniste principal, alors que la frêle allure et les incertitudes de Shin ne semblent pas le destiner à ce rôle. Quant à Yu, je l'ai créé parce qu'il me fallait un prétexte pour rapprocher ces deux personnages, et c'est de cette nécessité que découle l'intrigue du sosie et la dynamique de la relation entre Sei et Shin dans les premiers chapitres. Je ne crois pas me tromper en avançant que leur amitié est pour beaucoup dans la réussite de Kingdom. C'est en 2005 que la publication de Kingdom a été décidée et c'est en janvier 2006 qu'elle a commencé. J'avais alors tout juste 30 ans. Cela faisait 3 ans que j'avais démissionné de mon travail. Quant à mes économies, je commençais justement à en voir le bout. 7 derrière les larmes. Et voilà que cette année, 13 ans plus tard, sort l'adaptation en film de Kingdom. Quand je songe que j'avais abandonné tout espoir de travailler un jour dans le monde du cinéma et de la vidéo, et que je me retrouve aujourd'hui à participer à ce projet, c'est à la fois incroyable et très étonnant. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis dit que si j'arrivais à dessiner 18 pages par semaine pour un magazine de pré-publication, ça n'est pas sans lien avec les relations que j'entretiens avec le monde de la création vidéographique. Quand, par exemple, je travaille sur ma trame, je me la représente comme une vidéo et non pas comme de simples cases séparées l'une de l'autre. Je me figure des images en mouvement, j'essaye de capturer chacun de ces instants et de les insérer ensuite sur mes planches de la manière la plus efficace qu'il soit. Enfin, si ce que je produis peut éventuellement ressembler à une vidéo avec des répliques, il n'y a évidemment aucune bande sonore derrière. Cela fait un certain temps maintenant que je travaille dans le manga, mais le fond musical est indubitablement un avantage que j'envie au monde du cinéma. Vous avez des scènes d'action époustouflantes, des répliques qui claquent et par-dessus tout, une musique qui vient vous ébranler et susciter en vous un tonnerre émotionnel. C'est dingue. J'ai eu la chance en avril 2018 de pouvoir accompagner l'équipe du film sur les lieux du tournage en Chine. Le lieu était assez éloigné, on a passé plus de 6 heures dans un car pour arriver à 500 km de l'aéroport de Shanghai. Mais pour moi, c'était comme si je mettais les pieds pour la première fois dans le lieu auquel j'avais rêvé pendant très longtemps. C'était pour la scène de l'attaque du palais de Kanyu. Après avoir salué tout le staff, j'ai pu assister au tournage, c'était tout simplement splendide. Partout où je posais mon regard, je voyais des gens, ici, là et là-bas, partout. À l'intérieur du bâtiment qui servait de palais, j'apercevais un nombre incalculable de personnes du staff technique et j'entendais tantôt du japonais, tantôt du chinois, tandis que les figurants qui jouaient les cadavres jonchaient le sol et que parmi eux avançaient les hommes des montagnes, mais aussi Shin, Sei et Karyoten. La scène qui se jouait devant moi ne me paraissait pas être réelle. J'ai ressenti une certaine tension et ma gorge s'est asséchée. Devant mes yeux se déroulait une scène que j'avais dessinée et je n'en revenais pas. La première scène qui me fut montrée sur un des écrans du tournage, c'est celle où Sei s'adresse à ses hommes durant l'attaque du palais. Quand il leur hurle de ne pas se laisser abattre, que la victoire est devant eux et que même si leur lame se brise et qu'ils perdent leurs deux bras, il leur suffit de tenir pour l'emporter. Ce passage m'a donné la chair de poule. Le jeu des acteurs était bien sûr formidable, mais tout le reste était au diapason, et la reconstitution de l'ambiance y était pour beaucoup. Des décors aux costumes, en passant par les flaques de sang au sol, le moindre détail contribuait à une expérience aussi intense qu'immersive. Le résultat était bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Quand on dessine un manga, il faut tout faire soi-même. Alors ça peut paraître logique et naturel, mais tout, de la personnalité des protagonistes aux répliques, en passant par les décors ou la mise en scène, dépend au final de ce qu'on est capable de donner. Chaque scène qui apparaît sur mes planches est une scène que j'avais initialement imaginée. Mais quand j'ai vu le film Kingdom pour la première fois, ce que j'ai ressenti surtout et avant tout, c'est l'importance du travail d'équipe qu'une telle entreprise exige. Je peux donner l'impression de débiter des banalités, mais pour quelqu'un qui passe son temps à s'imaginer Kingdom en solitaire, c'était un sentiment incroyable.
Quiconque a déjà regardé un générique de fin de film sait qu'un film est le produit de la collaboration d'un nombre conséquent de personnes. Et si celle-ci n'était pas parvenue à s'entendre, le résultat aurait été infiniment en dessous de ce que je produisais seul dans mon coin. Après tout, le budget n'était pas sans limite, et le tournage s'était déroulé dans un cadre temporel et spatial précis, tandis que la chimie entre les différents membres du casting ne coulait pas forcément de source. Mais dès que j'ai vu le résultat, j'ai été époustouflé. Tout collé. Tout s'agrégeait parfaitement. J'ai été fasciné de voir qu'autant d'éléments divers mis ensemble pouvaient provoquer pareille réaction chimique, pour employer une métaphore scientifique. J'ai eu le sentiment que tout ce que je m'étais toujours représenté intérieurement quand je dessinais se déroulait en vrai devant mes yeux. J'ai été fasciné et très excité à la fois. Je l'ai déjà dit ailleurs quand on m'a demandé mon ressenti, mais je peux vous jurer avoir pleuré pas moins de 5 fois en assistant à la projection. Je me rappelle les films que m'emmenait voir ma mère quand j'étais petit. Je me souviens d'un vieux rêve. Celui de tenir une caméra et de filmer, de faire des vidéos. L'adaptation de Kingdom a permis de réaliser ce vieux rêve. Celui de mes jeunes années. Celui qui ne m'avait jamais quitté. J'espère que tous ceux et toutes celles qui apprécient l'œuvre dans laquelle je mets tant de passion ressortiront du cinéma aussi ravis que je l'ai été. C'est mon vœu le plus cher. C'est ainsi que Hara Sensei conclut son interview. Je trouve son parcours aussi passionnant qu'inspirant. Nous sommes nombreux comme Hara à ne pas avoir réussi à faire les études qu'on voulait et exercer le métier de notre rêve. Sur le moment, on en souffre beaucoup et on se sent perdu, rongé par les incertitudes. Mais parfois, cet échec ouvre la voie à un autre chemin. Un chemin qu'on s'était jamais imaginé et qui finit pourtant par nous plaire davantage. Hara a quitté sa vie en entreprise à 27 ans pour devenir mangaka. Mangaka, certes, il le deviendra, mais seulement à 30 ans. C'était un pari très risqué, mais parfois il faut savoir prendre ce risque si on veut pas laisser des regrets derrière nous. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.